Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui à Solutrans pour une conférence consacrée aux perspectives ouvertes par les routes électriques. Donc, je suis Stéphane Levesque, le directeur de l'Union routière de France, et cette conférence est organisée en partenariat avec l'Université Gustave Eiffel et PIARC France. PIARC France, c'est le comité français de l'Association mondiale de la route. Aujourd'hui, ce que l'on vous propose, c'est justement de voir dans le grand débat sur la décarbonation des transports de marchandises, et donc qui est un sujet central cette année à Solutrans, quand on voit sur les stands, les constructeurs, toutes les propositions innovantes en termes énergétiques. Et là, c'est de voir comment les infrastructures routières peuvent apporter une contribution dans cette réflexion globale et ces perspectives de décarbonation du transport de marchandises. Et là, pour fixer le cadre, je prendrai un chiffre qui m'a été confirmé par l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Sur le réseau concédé en France d'autoroutes, donc à 9200 km, les poids lourds représentent à peu près 15% du trafic et 45% des émissions de CO2 générées par les véhicules circulant sur ces infrastructures. Donc, évidemment, il s'agit bien d'un sujet central, notamment sur le réseau majeur que constituent les autoroutes et plus particulièrement pour le transport routier à longue distance. Et donc, j'appelle les différents intervenants. Donc, Éric Ollinger, du ministère de la Transition écologique et plus particulièrement de la Direction générale des infrastructures et des transports. Patrick Pellata, de Métastratégie Consulting et également ancien directeur général du groupe Renault. Marc Golke, du pôle Cara, bien connu en région Rhône-Alpes. Bernard Jacob me rejoindra parce qu'on est limité en place, mais donc Bernard qui sera co-animateur avec moi de la table ronde. Et j'appelle donc Marc Lejeune. Bernard, tu peux venir, oui, puisque effectivement j'avais mal compté les sièges. Donc Marc Lejeune qui est de Renault Trucks Volvo Group. Bernard Jacob, donc de l'Université Gustave Eiffel. Et nous avions prévu un intervenant suédois et en raison de la recrudescence de la crise Covid, il appartient à l'administration suédoise des transports, donc il a des consignes strictes. Donc néanmoins, on va le retrouver et il nous a adressé une vidéo dans le cadre de la présentation. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Éric Ollinger. Bonjour à tous, je suis Éric Ollinger, je travaille au ministère de la Transition écologique qui a donc également en charge les transports et je travaille plus précisément à la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer. Alors ce sujet des autoroutes électriques ou Electric Road System, ERS en anglais, c'est un sujet qui nous est venu par nos coopérations internationales avec l'Allemagne et la Suède, puisque les technologies dont on va parler, c'est des technologies qui sont expérimentées sur route ouverte dans ces deux pays-là. Donc on aura un intervenant suédois tout à l'heure qui nous en parlera. Le principe de l'ERS, c'est d'alimenter le véhicule en roulant, en continu, pour limiter l'emport de batterie. On sait qu'une des problématiques de la batterie pour poids lourd, c'est bien entendu la réduction de la capacité d'emport qui est colossale, puisqu'on peut avoir 3 à 4 tonnes de batterie pour une autonomie de 700 à 800 km. Et donc cette technologie est a priori intéressante puisqu'elle amène en permanence du courant et permet de réduire d'autant l'emport de batterie. Donc il existe 3 technologies sur le marché aujourd'hui, la technologie à caténaire, la technologie à rail au sol ou latéral et la technologie par induction. Ces technologies sont peu connues en France aujourd'hui. Et dans d'autres pays, elles sont effectivement plus connues et avec une vraie démarche d'exploration de ce potentiel.
Donc on a souhaité au ministère lancer la réflexion avec l'ensemble de l'écosystème. C'est pour ça qu'on a monté il y a à peu près un an, le 15 octobre 2020, un webinaire. On était à l'époque en pleine période de pandémie, avec les fournisseurs de solutions, notamment Siemens qui fournit des solutions caténaires, Alstom qui fournit des solutions de type Ryosol par exemple, avec les constructeurs automobiles, poids lourds évidemment, avec les gestionnaires d'infrastructures routières, avec les transporteurs routiers, avec les entreprises du BTP et les fournisseurs d'énergie. On est arrivé à la conclusion qu'il fallait approfondir le sujet, qu'il fallait explorer vraiment le potentiel de cette solution par rapport aux autres et aussi voir où on en est en termes de maturité technologique. Et donc c'est l'objet de 3 groupes de travail qui ont démarré leurs travaux en début d'année 2021 et qui viennent juste de rendre leur copie au ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, le 20 octobre dernier. Donc ces 3 groupes de travail, c'était un premier groupe autour des enjeux et de la stratégie, présidé par Patrick Pellata, ici présent. Le deuxième, autour de la comparaison des solutions techniques et surtout d'identifier les verrous autour de ces différentes solutions. Donc c'est Stéphane Levesque qui a présidé ce groupe. Et le troisième, sur la nécessité ou non d'un démonstrateur en France et sur le périmètre d'un tel démonstrateur. Et c'est Marc Golke, présent également, qui a présidé ce groupe. Donc le rapport, enfin les 3 rapports, puisqu'il y en a 3, un par groupe, conclut en synthèse globale, mais vous allez avoir le détail dans les présentations, qu'il y a un vrai potentiel de décarbonation. Vous allez vraiment voir que quand on compare avec les autres solutions, c'est extrêmement efficace en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sur l'analyse de cycle de vie, mais qui a encore une maturité technologique qui n'est pas acquise. Alors vous allez voir également la comparaison des maturités des différentes technologies, mais aucune des technologies aujourd'hui n'est prête pour un déploiement à partir de maintenant. Et donc il y a un certain nombre de verrous technologiques à lever qu'on a listés. Donc ça va vous être également présenté. Et la conclusion, c'est qu'effectivement un démonstrateur en France de RS devrait justement viser une réponse à ces interrogations, à ces verrous. Réponse qui doit arriver assez tôt, vous allez le voir, puisque il y a des objectifs de décarbonation à horizon 2030. Si on veut qu'un réseau de RS suffisamment important soit déployé dans des délais compatibles avec 2030, il faudrait qu'on arrive à une décision sur un déploiement ou non de l'ERS et sur le choix technologique à horizon fin 2023. Donc vous voyez que le démonstrateur, il faut qu'il puisse être lancé rapidement et qu'on ait les réponses rapidement. Et sans plus attendre, le ministre a saisi le sujet et a annoncé, le jour même où on lui présentait les rapports, le 20 octobre dernier, le lancement d'un appel à projet dans le cadre du programme d'investissement d'avenir, la quatrième version du programme d'investissement d'avenir, donc dans le cadre d'un appel à projet qui est plus général autour de la route, qui s'appelle Mobilité routière automatisée, infrastructure de services connectés et bas carbone, où vous avez également des thèmes comme le véhicule automatisé, l'infrastructure connectée, la gestion prédictive des infrastructures qui sont éligibles. Mais vous avez également des démonstrateurs de RS qui sont éligibles. La première relève de cet appel à projet, c'est le 12 janvier prochain, et donc on espère avoir des beaux projets de démonstrateurs qui vont pouvoir voir le jour et qui pourront répondre aux verrous identifiés. Et les rapports de ces 3 groupes, donc vous allez en voir une présentation aujourd'hui, mais les rapports complets sont disponibles sur le site du ministère à l'adresse que vous voyez affichée. Merci. Merci Eric. Patrick, si vous voulez bien rejoindre le pupitre. Donc pour la synthèse des travaux du groupe numéro 1. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors le groupe numéro 1 a travaillé avec beaucoup de monde en fait, comme l'ensemble des 3 groupes, avec probablement une quarantaine de personnes en continu, représentant un peu tous les acteurs du secteur, de l'amont à l'aval. Alors,
un point important sur la neutralité carbone, c'est la décision de la Commission européenne de demander moins 30% aux camions en 2030 par rapport à 2020. C'est-à-dire qu'il faut aller vite et le diesel seul ne pourra pas faire ça. Donc il faut des énergies alternatives avant 2030. Alors, les énergies en question, ça peut être les biogaz, les biocarburants. Le biodiesel, en fait, décarbone un peu, mais pas beaucoup. Et donc, on pense plutôt au biogaz. Le biogaz a un inconvénient, c'est qu'il va être en concurrence avec d'autres usages du biogaz et une biomasse qui n'est pas illimitée. Les autres concurrents, alors j'ai mis pour information juste qu'il faudrait, pour faire simplement 50% du trafic PL et VUL, il faudrait 9 millions de tonnes équivalent pétrole. Aujourd'hui, on en produit 1 million. Et en fait, quand vous voyez les utilisations, les mobilités sont quasiment négligeables. C'est-à-dire c'est utilisé, et on comprend un peu pourquoi, en autoproduction et en chauffage. Et ce que vraisemblable, c'est que ce sera la même chose malgré des volumes croissants. Il y en a besoin beaucoup pour le chauffage. Enfin, le dernier point noté sur le biogaz, c'est que les moindres fuites éliminent le bénéfice en réchauffement de la planète du biométhane. Pourquoi ? Parce que le méthane est 84 fois a un pouvoir de réchauffement de la planète 84 fois plus élevé que le CO2. Et donc, si vous faites les rapports de masse, etc., vous trouverez qu'à 3% de fuite, on a tout éliminé. Et donc, il faudrait viser moins de 1% de fuite sur une chaîne de fabrication et d'utilisation qui est très longue, avec du transport, des transferts dans les réservoirs, des fuites éventuelles. C'est un challenge difficile. Et donc, pour nous, c'est une solution qui sera difficile et surtout qui sera en concurrence avec d'autres usages. Les autres solutions, l'électrique hydrogène, c'est une solution dont tout le monde parle, mais il y a un point important à savoir, c'est quand on passe par l'électrolyse, en termes de consommation d'énergie, c'est aujourd'hui 3 fois plus consommateur d'électricité que le passage direct par des batteries, et encore un petit peu plus quand on est en ERS, parce qu'en ERS, on évite même la batterie une grande partie du temps. Et il y a d'autres systèmes de production d'hydrogène, la production classique à partir de méthane fossile, mais avec absorption et stockage du CO2, qui est pas mature aujourd'hui. On fait les premiers pilotes avec une certaine échelle, et il faudrait trouver des moyens de stockage un peu partout. Et l'autre qui est à partir de production de biomasse, mais qui est encore très, très discuté. Ensuite, électrique à batterie. Ça marche pour le transport de courte distance, urbain, périurbain, intra-régional. Dès qu'on veut être sur de la longue distance, on a des batteries énormes. Ça pose des gros problèmes d'exploitation, c'est-à-dire qu'un chauffeur qui conduit 4h30 et qui s'arrête 40 minutes, il faut qu'il puisse recharger partout où il s'arrête, avec des puissances qui vont être au-delà du mégawatt, et des batteries très lourdes qui vont réduire la masse, la charge utile du camion. Et enfin, hybride électrique à batterie à hydrogène, c'est des solutions dont certains parlent, mais qui vont nécessiter 2 réseaux de distribution, un d'hydrogène, un d'électricité sur les autoroutes, ce qui paraît quelque chose de bloquant. Et enfin, il faut aussi 2 systèmes sur les camions, donc c'est très cher, assez lourd, et surtout 2 réseaux de distribution, c'est probablement bloquant. Et donc ensuite, l'ERS. Alors l'ERS, tel qu'on l'a étudié, c'est en fait l'électrification des autoroutes, en fait d'une grande partie des autoroutes, mais pas 100%, avec des batteries qui permettraient de faire un aller-retour de 125 km, donc 250 km au total, et ainsi de desservir n'importe quel point du territoire français. Ce serait avec des puissances de l'ordre de 350 à 400 kW, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps d'expliquer. Et le réseau en question serait celui-là, avec une première phase en rouge et une deuxième phase en noir,
En Bretagne, c'est officiellement pas des autoroutes, mais c'est pratiquement des autoroutes. Et ça ferait donc au total à peu près 9000 km d'autoroutes en France d'ici une partie d'ici 2030 pour permettre que des ventes de camions ERS soient faites pendant toute l'année 2030 et ensuite le complément d'ici 2035. Alors, c'est une décarbonation massive, je vais revenir dans le détail. On arriverait ainsi à 85% de réduction de l'ensemble du transport routier avec des camions électriques courte distance et l'ERS. Un coût total d'investissement, un coût total de possession qui ne sera pas très loin du diesel actuel à terme, avec probablement des aides nécessaires dans la période de transition, de montée en puissance. Un coût total d'investissement qui est assez élevé, mais qui est supportable par des acteurs comme les opérateurs d'autoroutes, par exemple, qui sont habitués à ce genre d'investissement et des retours sur le long terme, avec en gros un prix du kilowattheure livré par l'ERS aux camions, voire aux voitures et aux véhicules ultra légers, utilitaires légers. C'est donc, à notre avis, une solution compétitive. Alors, si on regarde le bilan en gaz à effet de serre, et donc ça c'est en comptant les batteries, tout ce qu'il faut compter, et côté diesel en comptant aussi les 19% qu'il faut rajouter pour la production et le transport des carburants, l'extraction, la production et le transport. Donc ce qu'on voit, c'est que par rapport au biogaz, avec 1% de fuite, le biogaz gagnerait 53% sur l'ensemble alors c'est biogaz plus biodiesel plus électrique en fonction des camions. S'il y a 0% de fuite, ce serait 65%. En électrique, à cause des batteries et de l'empreinte CO2 des batteries qui est pourtant prise ici relativement optimiste, c'est-à-dire production européenne, on est à moins 60%. Et si on est en ERS, on passe à moins 85%. C'est donc du point de vue du réchauffement de la planète comme d'un point de vue économique une solution que l'on considère comme très compétitive. Alors, la difficulté, ça nécessite évidemment, c'est un réseau européen, donc c'est une décision qui doit être pan-européenne et qui devrait être prise pour avoir une implémentation de la première phase à 100% avant la fin 2029. Ça nécessite une décision pan-européenne avant fin 2023, ce qui est probablement l'une des grandes difficultés de ce projet. Ça fait 2 ans devant nous et des validations à faire. Donc les recommandations du groupe, ça a été d'enclencher ça tout de suite au niveau européen, d'obtenir une décision de principe avant fin 2023, de mettre en place pour ça la structure au niveau français déjà qui permet de préparer tout ce qu'il faudrait faire si c'était décidé. Et il y a beaucoup de choses à faire. Et enfin, d'amener la solution rail qui a un plus fort potentiel. Je ne l'ai pas détaillé. Ça, pourquoi elle a un plus fort potentiel? Eh bien, parce qu'elle permet de faire passer sur ces autoroutes électrifiées à la fois les gros camions, les plus petits camions, les véhicules utilitaires légers et les voitures sur longue distance avec un coût d'équipement qui reste tout à fait raisonnable sur les véhicules. Voilà, je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à Stéphane. Oui, je vais vous présenter une synthèse des travaux du groupe numéro 2 qui avait pour mission justement d'évaluer les solutions technologiques qui étaient proposées et de vérifier leur potentialité et d'identifier les verrous et les freins que chacune des technologies en l'état actuel pouvait comporter. Donc, tout d'abord, au sein du groupe, en termes de méthodologie, nous avons établi une grille d'évaluation à partir, donc il y avait 13 familles de critères et je vais les détailler. Et il y avait en détail 68 critères qui étaient regroupés par 13 familles. Également, nous avons, Patrick l'a rappelé et Eric, il y avait 3 familles de technologies, mais il y a eu 8 industriels qui ont proposé, que l'on a auditionné et échangé avec eux.
Également, ce qui était important, c'était d'avoir le cadrage, et donc Patrick l'a rappelé, à savoir, on travaillait à l'horizon 2030, donc en fonction de la maturité actuelle et des perspectives que l'on pouvait avoir à l'horizon 2030. Donc ce qu'on va voir, c'est que c'est un élément important, notamment dans l'appréciation des technologies tout de suite. Également, ce qui était important pour nous, c'était de travailler et d'identifier les verrous pour que des expérimentations puissent être réalisées. Donc là, c'était de travailler en relation avec le groupe numéro 3. Et enfin, aussi, ce qui a été important pour nous, c'était de mobiliser les différentes parties prenantes, que ce soit évidemment les constructeurs, les gestionnaires d'infrastructures, les transporteurs eux-mêmes, les différentes administrations, pas que le ministère des Transports, la sécurité routière par exemple, et les énergéticiens. Là, vous avez regroupé, alors vous n'avez pas toute la liste des critères, puisque comme je le dis, il y en avait 63 qui ont été regroupés en 13 familles, et donc les 13 familles, vous les avez à l'écran. Donc à la fois des critères d'interopérabilité, évidemment le potentiel en termes de décarbonation et d'efficacité énergétique, qui sont des critères majeurs aujourd'hui. L'élément économique et financier en termes d'investissement et de maintenance, à la fois pour les différents acteurs, mais notamment pour les gestionnaires d'infrastructures. La question de l'intrusivité des technologies, à la fois pour les infrastructures et leur environnement proche. Également, comment ces technologies pouvaient être intégrées dans les véhicules. L'impact sur la santé, à la fois en termes d'installation et d'utilisation et d'entretien. Sur la sécurité routière, donc là aussi on va voir que pour certaines technologies, c'est un point qui est important. Évidemment en termes de sûreté, la durabilité et la résilience des infrastructures, tout ce qui était lié aux risques technologiques et systémiques. Et enfin, l'acceptabilité environnementale et sociale. Et d'ailleurs, c'est un des points qui est apparu, et selon les technologies aussi, de plus en plus majeur au cours de nos travaux. Les 3 familles, vous les avez à l'écran, on l'a déjà dit, peu importe l'ordre de ce point de vue-là, les techniques inductives, aériennes, conductivité aérienne et conductivité par le sol ou latérale, alors ça peut un peu surprendre, mais on en dira 2 mots. Si vous voulez, je vais peut-être aller directement aux recommandations du groupe pour chacune des technologies. Donc concernant l'induction, c'est la technologie qui apparemment, pour de nombreux acteurs, apparaît idéale, puisque effectivement, et notamment pour les gestionnaires d'infrastructures, puisque tout est dans le sol et il n'y a rien, et donc ça ne change rien. Alors c'est pas si simple que ça, puisque en fait c'est une technologie qui, en l'état actuel de l'état de l'art, ne nous semble pas mature pour les poids lourds à longue distance et à l'horizon 2030. J'insiste bien, à l'horizon 2030. Par contre, c'est une technologie que le groupe ne condamne pas. Par contre, c'est plutôt recommandé pour des usages urbains ou notamment sur des zones d'attente, que ce soit, je pense, à des taxis, à des arrêts de bus ou des aires de livraison ou des zones logistiques. Et notamment aussi un des points pour lesquels on ne l'a pas retenu dans la perspective que j'ai indiquée, c'est notamment en termes de transfert d'énergie, parce que pour les poids lourds, et contrairement aux voitures, il y a quand même une masse, enfin une énergie beaucoup plus importante à transmettre aux véhicules. Concernant le rail au sol, alors quelques mots, je l'ai évoqué, là c'est pas repris, c'est-à-dire c'était Honda, donc il y avait là je reviens un tout petit peu en induction, il y avait 3 industriels. Donc je vous rappelle, il y avait 8 industriels en tout, 3 pour l'induction. Rail au sol, alors il y en avait 3, plus rail latéral, il s'agissait d'Honda, en fait c'était un bras articulé avec un patin qui venait prendre contact et pouvait se retracter s'il y avait des obstacles. Donc c'est apparu en termes d'exploitation routière assez peu adapté. Donc je reviens sur le rail au sol. Donc le rail au sol, comme vous le voyez, c'est une solution qui nous semble adaptée, et la plus adaptée par rapport notamment aux exigences qui ont été établies, à la fois en termes d'interopérabilité, puisque comme c'est dans le sol, donc potentiellement tout type de véhicule, pas uniquement les poids lourds. Alors je vous rappelle, l'objectif c'était quand même les poids lourds à longue distance, mais évidemment on regardait la possibilité pour d'autres véhicules. Également en termes d'exploitation, une fois que le rail est implanté dans le sol,
En termes d'exploitation, il n'y a pas de problème majeur. Alors, il y a quand même des adaptations, bien évidemment, mais ce n'était pas insurmontable. Également, les impacts en termes de sécurité routière, puisque comme on va le voir notamment dans la technologie aérienne, forcément, les caténaires constituent des obstacles. En termes de durabilité, à savoir, puisque en fait, le renouvellement des couches de surface de chaussée, enfin là, il y a des spécialistes dans la salle, c'est de l'ordre de 12 à 15 ans à peu près, et donc ça paraissait pouvoir s'intégrer dans les cycles, disons, d'entretien et de maintenance des infrastructures. Également par rapport aux phénomènes extrêmes climatiques. Et également, dans les recommandations, c'était d'aller évidemment vers un système interopérable européen. Et également, enfin, la dernière recommandation, c'était d'expérimenter, puisque comme on va le voir, en Allemagne ou en Suède, en Suède, il y a eu des expérimentations rail au sol, mais il y a peut-être des choses encore à creuser, notamment pour lever un certain nombre de freins par rapport aux autres technologies. Enfin, la technologie caténaire, certes, c'est la technologie qui a la plus forte maturité technologique de par l'expérience dans le domaine ferroviaire. Toutefois, le modèle ferroviaire, si je puis dire, n'est pas transposable automatiquement à la route, puisque déjà, vous voyez qu'il y a 2 caténaires et non pas il y a 2 câbles et non pas un seul, contrairement dans la technique ferroviaire. Il y a également des contraintes d'exploitation. Il y a un certain nombre de questions et de verrous ou de freins qui vont devoir être levés. Donc, en l'état actuel des choses, cette technologie peut être une solution si les verrous sur les autres technologies ne sont pas levés. Donc, ça peut être une situation de repli, mais j'aime pas ce terme. Mais en tout cas, c'est un peu l'approche que l'on a sur ce plan-là. Je vais céder tout de suite la parole à Marc Golke qui va présenter les synthèses du groupe numéro 3 sur les expérimentations. Merci Stéphane. Bonjour à tous et toutes. Donc oui, tu as la télécommande ? Oui, donc le groupe 3 a travaillé donc, sur une réflexion autour de l'expérimentation à grande échelle. Vous voyez à l'écran les partenaires de ce groupe-là et je tiens particulièrement à remercier Nicolas Authière de l'Université Gustave Eiffel qui m'a accompagné dans le pilotage de ce groupe-là. Vous avez déjà eu des éléments essentiels. Donc, l'objectif de notre groupe, c'était d'abord regarder ce qui existe aujourd'hui comme expérimentation ou tests qui ont été faits dans le monde. On a donc établi un rapport, il y a à peu près une vingtaine d'expérimentations identifiées que vous allez pouvoir trouver dans le rapport qu'on a remis. Et l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas présenter dans les détails. Et la deuxième partie, c'était de réfléchir sur est-ce qu'il faut faire une expérimentation niveau laboratoire, est-ce qu'il faut faire une expérimentation sur route ouverte, ou quels sont les moyens pour accéder finalement à une levée des verrous identifiés par les 2 premiers groupes. Donc, d'abord, ce sujet est extrêmement complexe, comme vous pouvez le comprendre, parce qu'il y a à la fois la technologie, il y a donc l'exploitation des camions, si on parle camion, mais il y a aussi tout ce qui est maîtrise ouvrage. Il y a donc les autoroutes, les concessionnaires, il y a le BTP, les travaux publics, les territoires. Donc il y a un grand nombre d'acteurs qui vont influencer la réflexion autour d'une expérimentation. Donc on a établi plusieurs messages clés qui nous ont amenés à une conclusion. Vous avez compris, la conclusion c'était qu'il faut faire une expérimentation et il faut un soutien de l'État, un soutien financier, mais aussi un accompagnement dans la démarche. Mais donc je vais rappeler rapidement les conclusions, les grands messages et ensuite les conclusions auxquelles on est arrivé. Donc les industriels aujourd'hui qui proposent des solutions, ils ont besoin d'être accompagnés. Il faut qu'on les aide à gagner en maturité. Et en maturité très différent en fonction des technologies qu'on est amené à choisir. Également, il faut qu'on mette un grand nombre d'acteurs autour de la table qui participent à ces réflexions, à ces travaux. Et il faut certainement aussi des organismes publics comme le CEREMA qui accompagnent cette démarche et ces réflexions-là. Ensuite,
Comme vous l'avez compris, il y a des maturités très différentes en fonction des différentes technologies. Donc on a besoin d'un retour de consortiums qui, j'espère, vont se créer, qui vont, en fonction de leur technologie, répondre avec des propositions différentes aux verrous identifiés par le groupe, notamment le groupe 2, mais aussi le groupe 1. Donc il est donc essentiel de laisser, dans le cadre notamment d'un appel à projet, la liberté à l'ensemble des acteurs de proposer des solutions, mais des solutions qui peuvent aller jusqu'à la maturité marché. Et encore une fois, il y a des travaux un peu différents en fonction des différentes technologies. Je vais juste revenir. Pour rappeler, il est nécessaire d'avoir un accompagnement de l'État. Il est nécessaire qu'on aille vers une solution transfrontalière, qu'on puisse amener au niveau européen, parce que juste faire ces travaux-là en France et développer cette technologie en France, ça nous semble impossible pour que ça devienne économiquement intéressant. Donc il faut aussi avoir un échange avec les pouvoirs publics au niveau européen. Et je pense que ce travail a d'ores et déjà été enclenché et il faut qu'on trouve un consensus. Et ces travaux expérimentaux qu'on va mener dans le cadre de l'appel à projet, ils doivent apporter des réponses pour le bon choix de la technologie au niveau national pour qu'on puisse rapidement passer à l'échelle nécessaire pour que ça devienne économiquement intéressant. Donc ce slide-là, c'était issu de nos travaux également du groupe 3, mais on l'avait déjà dit, il est essentiel pour atteindre l'objectif 2030 de commencer dès maintenant. C'est aussi pour ça que l'appel à projet, il me semble, est ouvert dès janvier. Il faut qu'on accélère rapidement vers les premières expérimentations pour qu'on ait des premières conclusions en 2023, afin d'être capable en 2025 de monter à l'échelle européenne. Donc, en résumé, les conclusions de notre groupe de travail. Donc, il faut un appel à projet. Bon, il a été lancé, donc première recommandation a été suivie. Il faut expérimenter en route ouverte, idéalement sur l'autoroute. Donc, il faut probablement aussi mettre autour de la table les concessionnaires autoroute. Et il faut amener tout l'écosystème à une montée en compétences clé pour qu'on puisse s'assurer que tous les acteurs autour de la table, donc je rappelle, aussi bien BTP, les autoroutiers, les constructeurs, les équipementiers, les territoires et en lien avec ça aussi l'État et la réglementation, il faut que tout le monde soit autour de la table pour qu'on ait les bonnes indications à partir de 2025 pour que ça devienne une solution intéressante et capable d'être mis à l'échelle. Voilà, donc voici les résultats de notre groupe. Merci Marc. Bernard. Alors ce qui était intéressant, c'était d'avoir un éclairage, l'ERS, c'est-à-dire les systèmes de route électrique, par rapport comment ça positionnait par rapport aux autres technologies et surtout énergie. Et notamment, on parle beaucoup, hier, il y a eu plusieurs conférences où on a abordé la question de l'hydrogène. Et donc l'idée, c'était de faire un petit peu le point et de voir comment ça pouvait se positionner. Bernard. Voilà, donc je suis Bernard Jacob de l'Université Gustave Eiffel. Donc j'ai un petit peu en marge des présentations précédentes, puisqu'on parle énormément d'hydrogène sur le salon, mais partout, repositionner peut-être un petit peu la place de l'hydrogène dans le domaine du véhicule industriel. Alors je vous dis tout de suite, j'ai rien contre l'hydrogène, au contraire, je pense que c'est fondamental de développer de la production d'hydrogène vert. Par contre, penser que ce soit une solution miracle, c'est peut-être un petit peu aller vite en besogne, et je vais vous donner quelques éléments et quelques chiffres de réflexion qui seront évidemment à ouvrir au débat. Alors, je passe sur les solutions de décarbonation. Patrick Pellata les a rappelées, donc j'ai développé les slides un peu plus que ce que je vais vous exposer pour que vous puissiez les voir après. Donc, il y a les différentes solutions qui ont leurs limites chacune. Et l'hydrogène avec la pile à combustible est une solution d'électrification, puisqu'il s'agit de produire de l'électricité à bord du véhicule à partir d'une source d'énergie qui est transportable et stockable, qui s'appelle l'hydrogène, qu'il faut évidemment conditionner et transporter, et qui permet de produire l'électricité à bord du véhicule, donc d'être indépendant. Donc de ce côté-là, ça paraît très séduisant. Après, on va en voir les limites.
Alors, la question, c'est de regarder quel est le bilan du puits à la roue, c'est-à-dire pas simplement à l'intérieur du véhicule, depuis la production électrique jusqu'à la consommation d'énergie dans le véhicule. Alors, pour faire de l'hydrogène décarboné, pour l'instant, il n'y a pas énormément de solutions. Patrick Pellata en a évoqué quelques-unes qui sont au stade de la recherche, mais au niveau industriel, c'est l'électrolyse. Donc, je passe sur le détail. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'électrolyse, ça n'a pas un rendement de 100%. Quand vous injectez 50 à 55 kW d'électricité pour électrolyser de l'eau, vous produisez 1 kg d'hydrogène qui occupe, entre parenthèses, 11 mètres cubes à la pression atmosphérique, et ça représente 33 kWh. C'est-à-dire que le rendement est de l'ordre de 60%, c'est des chiffres plutôt un peu optimistes. Donc vous perdez déjà 40% de l'énergie produite pour produire votre hydrogène décarboné. Ça, c'est la première étape. Après l'hydrogène, 11 mètres cubes pour 1 kg, vous voyez bien que ce n'est pas utilisable. Donc il faut le comprimer. Donc soit on le comprime à 700 bars. Pour les voitures, c'est 350, mais pour des poids lourds, il faut arriver au moins à 700 bars. Ce qui réduit le volume à 23 litres, ça devient raisonnable. Mais il y a une consommation d'énergie pour la compression, donc on tombe à 28 kWh d'énergie. Ou bien on peut le liquéfier. Alors ça, c'est un peu plus complexe. Il faut être à moins 253 degrés, etc. Je passe. Par contre, ça réduit encore plus le volume, on passe à 13,6 litres. Par contre, on consomme plus d'énergie, donc il ne reste plus que 22 kWh de disponible. Si on fait le bilan de tout ça, le rendement depuis le kilowattheure qu'on injecte au départ est de l'ordre de 51% si on passe par la compression à 700 bars, voire 40% si on passe par l'hydrogène liquide. Ensuite, cet hydrogène, on l'introduit dans une pile à combustible pour produire l'électricité. La pile à combustible, aujourd'hui, le rendement est de l'ordre de 50%. C'est à peu près ce que font les meilleurs moteurs diesel. Donc, on perd encore 50%. Ça, c'est inéluctable. Alors, peut-être que les piles à combustible, dans 20 ans, auront fait des progrès. On n'aura jamais 100% ni 90% de rendement, contrairement à ce qui se passe dans un moteur électrique. Si on prend de l'électricité qu'on met directement dans le moteur électrique ou qu'on passe par une batterie, on a des rendements qui sont de l'ordre de 90 ou 95%. Donc le rendement final, si on prend toujours le kilowattheure initialement injecté, il est entre 20 et 25%. On peut le monter jusqu'à 28% si on augmente un peu le rendement de l'électrolyse à 65-70%. Il y a des travaux en cours de recherche pour améliorer l'électrolyse, notamment avec des catalyseurs qu'on pourrait mettre dans l'eau pour la rendre plus efficace. Donc je ne nie pas que les progrès techniques vont faire progresser tout ça, mais enfin, ça ne changera pas les ordres de grandeur de manière majeure. Donc, ce problème du rendement, il faut en être conscient. Alors après, j'essaye de traduire ça en termes concrets de production d'électricité. Alors, les hypothèses que je fais là, qui sont un tout petit peu académiques, mais sur des chiffres réels, 1 litre de diesel, ça représente 10,5 kWh d'énergie. Et donc, ça représente à peu près 300 grammes d'hydrogène en termes d'efficacité dans le moteur, si on tient compte du rendement de la pile à combustible. Et pour le diesel, du rendement du moteur, donc j'ai pris des chiffres à peu près 50% pour la pile à combustible, 47% pour le moteur thermique. Alors, si on compare d'abord par poids lourd, donc en prenant des poids lourds de 40 tonnes qui sont relativement courants, le Smirmork, qui parcourt 100 000 km, tout ça c'est des valeurs un peu moyennes, ça consomme à peu près 40 000 litres de diesel par an. Donc si on en basculait 50% en hydrogène, je prends une hypothèse que la moitié des parcours serait fait sur l'hydrogène, l'autre moitié sur de l'électrique en batterie. Donc ça, c'est une hypothèse. Après, on peut jouer sur les chiffres juste pour donner des éléments. Donc les 50% de kilométrage en hydrogène, ça représenterait par camion à peu près 6 tonnes d'hydrogène par an à consommer. Si on regarde sur l'ensemble du parc des poids lourds français, à peu près 600 000 poids lourds, il n'y a pas que des 40 tonnes, donc j'ai fait des moyennes. Il y a à peu près 35 milliards de poids lourds kilomètres par an. Ça consomme à peu près aujourd'hui 11 milliards de mètres cubes de diesel par an. Si on en passait 50% en hydrogène, ça représenterait une consommation annuelle de l'ordre d'1,7 million tonnes d'hydrogène par an à niveau national. Tout ça sont des ordres de grandeur, je ne prétends pas que les décimales sont précises. Donc l'hydrogène, il faut le produire. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes d'énergie et de coût? Alors, si on regarde la production de l'hydrogène en tenant compte des pertes, donc de 15% pour la compression, donc on arrive à des chiffres de l'ordre. Alors, pour un poids lourd, donc à gauche, c'est les chiffres ramenés au poids lourd. Donc, on arrive à avoir besoin d'à peu près 350 MWh d'électricité par an et par poids lourd, sachant qu'il y a le rendement d'électrolyse, la perte. Ensuite, en termes de coût, alors, si on prend l'hydrogène au coût actuel, environ 9 € le kilo, on arrive à peu près à 62 000 € par an pour donc la moitié du kilométrage en hydrogène. Si on imagine que l'hydrogène va réduire, et on pense que d'ici 5 à 10 ans, on pourrait passer à 4,5 € du kilo, on arriverait environ à 31 000 € par an.
plus l'électricité sur batterie pour l'autre moitié, qui représenterait au coût actuel. Donc aujourd'hui, l'électricité n'est pas chère, ce serait de l'ordre de 13 000 euros. Donc ça veut dire un coût total pour l'énergie simple du poids lourd de l'ordre de 44 à 75 000 euros selon le coût de l'hydrogène. Donc on est entre 1,1 et 2 fois plus cher que le diesel, donc c'est quand même plus cher. Ce n'est pas inabordable, mais c'est plus cher. On a entendu les transporteurs nous expliquer qu'ils n'avaient aujourd'hui aucune marge de croissement de leurs dépenses énergétiques. Si on regarde à l'échelle nationale, donc pour avoir 1,7 million tonnes d'hydrogène consommable, il faut en produire environ 2 millions compte tenu de la compression. Ceci représente à peu près 100 TWh d'électricité primaire à injecter, c'est-à-dire quand même 19% de la production annuelle française d'électricité. Ce n'est pas tout à fait négligeable. Bon. Et tout ça pour en consommer en fait 30 TWh, c'est-à-dire que compte tenu du rendement des 28% que j'ai dit tout à l'heure, il faut produire 100 TWh et in fine dans le camion, on en consomme 30. Bon, ensuite, ensuite 30 TWh, c'est aussi l'autre moitié, parce que j'ai dit je passe la moitié en hydrogène, l'autre moitié en batterie, donc ça veut dire qu'il y a encore 30 TWh à produire, donc environ 130 TWh pour l'ensemble par an. Ce qui veut dire que si on raisonne avec les centrales nucléaires actuelles, et on suppose que c'est de l'énergie nucléaire, ça fait une vingtaine de réacteurs de 900 MW. Ce n'est pas complètement négligeable quand on sait qu'aujourd'hui, on a déjà à remplacer un certain nombre de... Alors après, vous allez me dire, il y a le renouvelable. Je vous laisse faire les calculs, je ne suis pas un expert de la production, mais en nombre d'éoliennes ou en surface de panneaux solaires, je vous laisse calculer, vous verrez que ça fait quand même des chiffres assez dissuasifs. Donc, si on utilisait par contre le RS et les batteries tampons, comme ça a été expliqué par Patrick Pellata, au lieu d'arriver à 130 TWh, on arrive à peu près à 60 TWh si on décarbone complètement le transport routier de marchandises sur les mêmes chiffres. Donc on voit que c'est quand même moitié moins. Il y a quand même 60 TWh d'écart. Alors ça ne veut pas dire que ça condamne totalement l'hydrogène, on va y revenir. L'hydrogène a sûrement une place sur un certain nombre de créneaux de niche, mais dire que l'hydrogène c'est la solution qui va conduire aux décarbonations, ça a une implication. Ce n'est pas infaisable technologiquement, mais il faut savoir quand même ce que ça représente derrière. Alors après, je regarde ce qui se passe pour la mise en œuvre dans les poids lourds en termes d'exploitation. Je reste avec l'exemple du poids lourd 40 tonnes. Aujourd'hui, un poids lourd de 40 tonnes, il a une autonomie d'environ 1000 km. Donc si on voulait lui donner la même autonomie à 100% d'hydrogène, plus 50 km sur batterie pour des trajets terminaux, ça représenterait quoi? Alors en gasoil, ça veut dire qu'on a cette autonomie avec environ 400 litres de gasoil, en supposant une consommation de 35 litres au 100, ce qui représente 4,2 MW d'énergie. Et ça tient dans un réservoir qui fait à peu près 500 litres et qui pèse 70 kg. Si on passe en hydrogène, à 700 bars, ça fait encore 2800 litres de réservoir, d'hydrogène, c'est-à-dire ça fait 120 kg d'hydrogène, c'est pas beaucoup, mais 120 kg d'hydrogène à 700 bars, ça fait 2800 litres de volume d'hydrogène. Et si on passe en liquide, les mêmes 120 kg, ça fait encore 1600 litres. Donc on voit que les volumes sont importants. Mais surtout, l'hydrogène, ça ne se stocke pas dans un réservoir standard. Pour stocker l'hydrogène, c'est un peu comme les bouteilles de plongée. Ce sont des petits réservoirs très étanches, parce que l'hydrogène, ça passe à travers tout, avec des couches de carbone. Donc il faut environ 4 mètres cubes de réservoir qui pèse environ 3 tonnes pour stocker 120 kg d'hydrogène. Et vous avez sur le salon un VUL à hydrogène qui porte 6 kg d'hydrogène sur le toit avec 4 réservoirs. Il y a 250 kg de réservoir pour stocker 6 kg d'hydrogène, ce qui est exactement proportionnel au chiffre que je donne là. Vous pouvez aller le voir, il existe ce véhicule, il roule, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se leurrer. Stocker de l'hydrogène sur un poids lourd, ce n'est pas un simple réservoir de carburant diesel qu'on met derrière la cabine. Ça occupe de l'espace. Bon, après, en termes de masse et de coût, alors si on enlève toute la partie thermique, un moteur thermique, les systèmes de refroidissement, etc., c'est à peu près 1500 kg. Le gasoil et le réservoir, c'est à peu près 450 kg. Donc, on a à peu près 2 tonnes pour ce qui est la partie motorisation réservoir. Et ça coûte à peu près sur un poids lourd 30-35 000 euros. Les chiffres ne sont pas très précis, ces ordres de grandeur. Et en coût d'exploitation, c'est environ 50 centimes du kilomètre aujourd'hui. Si on passe à l'hydrogène pur, la pile on enlève évidemment les 2 tonnes qui sont le réservoir, le moteur et le refroidissement. On remplace par une pile à combustible, il faut quand même la pile à combustible, un moteur électrique, le total ça fait à peu près 1000 kg, un réservoir d'hydrogène, j'ai dit 3 tonnes,
qui pourrait descendre à 2 tonnes si on imagine qu'il y a encore beaucoup de progrès sur les matériaux composites, etc. Et puis une batterie tampon, là j'ai pris le minimum pour 50 km. Dans la pratique, il faudrait sans doute plus, donc de l'ordre de 500 kg. Donc on arrive à un total d'environ 4 tonnes 5 qui pourrait réduire. Donc on voit qu'on augmente en gros la masse du poids lourd à vide de 2 tonnes 5. Ce n'est pas rédhibitoire, sachant qu'il y a aujourd'hui une tonne de tolérance de surcharge pour les véhicules électriques ou à zéro émission. C'est faisable, mais ça a quand même un petit incidence. Par contre, en termes de coût, aujourd'hui, une pile à combustible pour un poids lourd de 40 tonnes, c'est de l'ordre de 350 000 euros. Le tracteur coûte environ 100 000 euros. Bon, certes, les prix vont baisser, même si on les divise par 2 ou par 3 dans les 10 ans, on voit qu'on est encore au moins au prix du camion pour la pile à combustible. Aujourd'hui, les piles à combustible ont des durées de vie qui sont de moins de 5000 heures. Il est annoncé que les prochaines générations seraient à 40 000 heures. 40 000 heures, ça fait quand même pas plus que 2-3 ans d'exploitation. Un poids lourd, ça dure beaucoup plus que ça. Donc s'il faut changer la pile à combustible 1 ou 2 fois sur la vie du camion, ça veut dire chaque fois on réinvestit le prix du camion. Donc il y a quand même des problèmes de coût. Et puis l'hydrogène, ça coûte, même si on imagine des baisses de coûts, on est quand même entre 1,10 € et 1,50 € du kilomètre en coût d'exploitation, donc c'est en gros 2 fois plus cher. Donc il y a des problèmes de coût, il y a des problèmes techniques. Donc ce n'est pas infaisable, mais ça pose des difficultés. Bon, après, je vais passer rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai mis des informations dans les slides que vous aurez. Donc, un certain nombre d'exemples de poids lourds hydrogène. Il y en a quelques-uns qui existent. Alors, hier, il y en a qui disaient, en riant un petit peu, le poids lourd hydrogène n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on peut donner des aides dessus, parce que personne ne les demande, parce qu'il n'y en a pas. En fait, il y en a en Suisse. Hyundai a commencé à vendre des poids lourds, mais des poids lourds de 26 tonnes qui fonctionnent avec des autonomies limitées, 400 km. Bon, donc ce poids lourd existe jusqu'à même 36 tonnes, mais sa autonomie est réduite. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails sur les puissances, les quantités d'hydrogène. Bon, celui-là, il transporte 30 kg d'hydrogène, donc c'est 4 fois moins que ce que je disais avant, mais pour des trajets courts et des poids lourds plus légers. Bon, et là, le marché se développe, mais très subventionné en Suisse, avec beaucoup d'énergie renouvelable. Parce que le rendement des 28%, il est toujours là, sauf que les Suisses ont énormément d'énergie hydroélectrique et que le parc de poids lourds suisse, c'est quand même pas celui de la France. Après, Daimler a un véhicule qui commence à pointer le nez, le Gen H2, qui serait un véhicule avec hydrogène liquide, donc ça c'est une technologie plus complexe, pour d'un poids total de 40 tonnes, 2 moteurs électriques assez puissants, 2 piles à combustible et 2 réservoirs de 40 kg, donc on arrive à 80 kg d'hydrogène liquide, donc ça, une autonomie annoncée de 1000 km, je suis toujours prudent avec les annonces d'autonomie, il faut voir les conditions. Et ce serait testé en pré-série en 2023, production au-delà de 2025, donc ce n'est pas un poids lourd qui est sur le marché aujourd'hui, mais il est dans les cartons. Après, vous avez un projet européen avec le Fraunhofer Institute en Allemagne sur un système de poids lourds électriques essentiellement sur batterie, avec des batteries de technologie particulière, lithium, fer, phosphate, donc je ne vais pas entrer plus dans le détail, qui pourrait atteindre 700 km d'autonomie. Donc là, il n'y a pas d'hydrogène, c'est uniquement sur batterie. Et puis alors après, il y a le concept Trucks qui fait un petit peu rêver, mais c'est le Tesla du poids lourd, on va dire Nikola One, donc qui est une société comme était Tesla il y a 10 ans, c'est-à-dire qui n'a jamais rien construit, mais qui vaut déjà plusieurs dizaines de milliards de dollars sur la bourse de New York, et qui propose des concepts qui ne sont pas du tout encore développés, mais avec des performances très élevées. 4 moteurs électriques jusqu'à 735 kW, donc c'est plus que ce que font les poids lourds actuels en diesel, des batteries jusqu'à 320 kWh, donc énorme, dont ils prétendent que ça pourrait être réduit autour de 300 kg, mais ça suppose des densités massiques de 1000 Wh par kilo. Aujourd'hui, on est à 200, donc ça veut dire qu'on prévoit déjà un facteur 5 sur la performance des batteries. Pile à combustible de 200 kW et 100 kg d'hydrogène emporté avec une autonomie théorique de 1300 à 1500 km. Là encore, il faut regarder les conditions. Et puis, par contre, ça existe. Vous pouvez les voir sur le salon. Ce sont 2 véhicules VUL à hydrogène. Donc le Stellantis et le Evia. Donc il y en a un qui est développé en partenariat avec PSA et l'autre qui est développé en partenariat avec Renault. Et le Evia, c'est celui dont je vous parlais, qui peut transporter jusqu'à 12 mètres cubes
Alors, sauf qu'il n'y a qu'une tonne de charge utile, compte tenu de la masse de l'hydrogène du moteur électrique et des batteries. Il reste une tonne de charge utile pour 12 mètres cubes. Je vous laisse faire le calcul. À part de transporter des cages à oiseaux vides, ce n'est pas forcément très évident. Par contre, donc, ça peut transporter 6 kg d'hydrogène avec des réservoirs sur le toit à 700 bars. Il y a une pile à combustible de 30 kW et une batterie lithium-ion qui fait 33 kWh, un moteur de 57 kW, donc pas très puissant, mais c'est pour transporter des choses assez légères. Et l'autonomie serait d'environ 500 km, dont 100 km sur batterie. L'autre véhicule est une charge utile un volume utile plus faible, une charge utile similaire. Par contre, il a un peu moins d'hydrogène, 4 kg. Par contre, l'hydrogène là est stocké sous le plancher, ce qui en termes de sécurité routière, entre nous soit dit, est sans doute plus sûr parce que le centre de gravité est abaissé. Il y a une pile à combustible un peu plus puissante, donc 45 kWh, des batteries lithium-ion plus importantes, il y a 105 kWh, et un moteur de 100 kW, c'est presque le double, donc là ça peut transporter de la charge plus lourde et environ 400 km d'autonomie. Voilà, donc c'est pour vous dire que ça existe. Alors en conclusion, il y a des freins et des verrous que je vais rappeler très rapidement. Donc d'abord aujourd'hui, 95% de l'hydrogène produit en France et dans le monde d'ailleurs est d'origine fossile avec beaucoup d'émissions. Ensuite, si on veut généraliser l'hydrogène, il faut aussi penser à la distribution. Or, une station de distribution d'hydrogène, ce n'est pas tout à fait comme une station-service de diesel, c'est beaucoup plus complexe. Il faut aussi les alimenter. Comment on transporte l'hydrogène? C'est faisable, mais ce n'est pas d'une simplicité évidente. Les pertes éventuelles, alors contrairement au méthane, comme disait Patrick Pellata, s'il y a des fuites d'hydrogène, ça n'a aucun effet climatique, mais on peut en perdre jusqu'à plusieurs dizaines de pourcents, et on a vu que ça avait un coût. Ensuite, il y a les problèmes de poids et de volume de stockage sur les véhicules, les rendements qui sont bas, les durées de vie des piles à combustible, et puis la disponibilité de certains matériaux, notamment dans les piles à combustible. Il y a encore du platine, il n'y en a pas des sommes astronomiques, mais c'est quand même un matériau cher et rare. Après, il y a quand même des niches sur l'hydrogène. Il y a déjà quelques réseaux de bus, notamment à Pau, à Versailles, qui ont expérimenté. Alors, il faut savoir qu'un bus à hydrogène, un bus électrique, c'est 2 fois plus cher qu'un bus thermique. Un bus à hydrogène, c'est 3 à 4 fois plus cher. Pour l'instant, c'est expérimental. Mais pour faire certaines longues lignes de bus où il est compliqué de faire de l'alimentation en direct, ça peut être une solution pour un certain nombre de lignes de bus. Pour des flottes de taxis ou des flottes de véhicules type poste, à Paris, il y a quand même une société qui s'appelle Hype qui fait des taxis à hydrogène. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut être des marchés. Donc il y a certainement un certain nombre de niches où l'hydrogène peut avoir toute sa place. Et puis l'hydrogène peut être également un complément à l'ERS pour des véhicules qui auraient à faire plus que les 200 ou 250 km évoqués par Patrick Pellata. S'il y a des business models où il faut faire 500 km régulièrement en dehors de l'ERS, on peut imaginer de mettre en complément l'hydrogène sans avoir besoin des 1000 km d'autonomie. Et puis, dernier point, mais ça je ne vais pas le détailler, il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ce qu'on appelle l'hydrogène natif. Vous savez que l'hydrogène est le matériau le plus commun dans l'univers. Dans la Terre, il y en a pas mal de milliards de tonnes dans le manteau terrestre. Il y a des émanations d'hydrogène qui se font naturellement à un certain nombre de points de la Terre. Il y a un certain nombre de chercheurs, dont M. Prinzhofer et Mme Moretti, travaillent sur ces sujets. Alors ça, c'est plutôt du très long terme, mais il est clair que si on arrivait à capturer l'hydrogène natif qui se sort naturellement de la Terre et à le conditionner, on pourrait arriver, probablement, les estimations seraient que, on pourrait peut-être arriver à 1 euro du kilo à terme, mais là c'est sans date aujourd'hui, et que la quantité d'hydrogène qui s'évapore naturellement serait au moins égale à la production annuelle d'hydrogène. Donc en termes de masse, il n'y a pas de problème. Alors la grande question, est-ce que c'est du renouvelable? La réponse est oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'hydrogène ne se reproduit pas, mais l'estimation, c'est qu'il y en a pour 1 milliard d'années avant qu'il n'y ait plus du tout d'hydrogène dans le manteau terrestre. Donc on va dire que c'est comme le solaire. C'est le solaire aussi. On consomme la masse du soleil avec les rayons solaires. Donc sous ça, ce n'est pas du vrai renouvelable, mais à l'échelle humaine, ça en est. Voilà, donc je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Merci Bernard pour cet éclairage. Donc, on va diffuser la vidéo, on revient sur les ERS, et donc Jan Peterson de l'administration suédoise des transports qui va présenter justement un retour d'expériences qui ont été menées en Suède et plus largement les perspectives européennes et internationales. Et Jan Peterson anime un groupe de réflexion justement sur l'ERS dans le cadre de l'Association mondiale de la route. Ah non, j'ai été trop rapidement. C'est Marc Lejeune, Renault Trucks qui intervient. Je suis confus, Marc. C'est à vous.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous donner le point de vue du constructeur Renault Trucks sur la façon de décarboner le non-routier, puis c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Donc, juste pour que vous voyez d'où je parle, donc le groupe Volvo possède 11 marques, dont Volvo Trucks et Renault Trucks. Donc, Renault Trucks, c'est la partie camion qui a son siège en France de Volvo. On est à peu près 9000. On fait 40 000 à 50 000 camions par an. Et on les produit en France, à Bourg-en-Bresse et à Blainville. Voilà notre roadmap pour notre plan produit, si vous voulez, entre maintenant et 2040. On a fait une analyse complète des impacts CO2 des différentes énergies, du coût pour les clients et de leur disponibilité. Et notre conclusion, c'est que la façon la plus efficace et la moins onéreuse d'utiliser l'énergie décarbonée, c'est le véhicule électrique. On anticipe en conséquence de basculer la plus grande partie de notre production du véhicule diesel au véhicule électrique dans les 20 ans qui viennent. Et donc, à horizon 2040, on pense qu'on vendra une très grande majorité de véhicules électriques, peut-être 80%, une partie en batterie, une partie en pile à combustible hydrogène, et puis il restera quand même quelques moteurs à combustion pour les biocarburants et pour les e-carburants. Donc, on s'y met, il faut faire cette transition du diesel vers l'électrique. On a commencé, on a déjà, si vous allez sur notre stand, on a déjà 3 produits. On a un 3,5 tonnes Master, un D16 tonnes et un D-Wide 26 tonnes qui sont aujourd'hui déjà proposés à la vente. L'an prochain, on va proposer un 19 tonnes en plus. Et dès 2023, on proposera un camion de chantier 32 tonnes et un camion non routier 44 tonnes. Donc en 2023, toute la gamme de Renault Trucks aura une version électrique. Alors pour vous donner une idée de la façon dont le véhicule électrique va couvrir peu à peu tous les usages, on a mis ici sur ce graphe en abscisse la distance quotidienne que parcourt le camion et en ordonnée l'énergie dont il a besoin, en kWh pour 100 km. Et vous voyez les petits points, ça représente les différentes applications, donc la distribution urbaine, la distribution régionale, le long haul, la construction et le refuse. La zone qui est gris foncé, elle représente ce qu'on vendait l'an dernier, c'est nos batteries de première génération, 4 fois 49 kWh. Et quand on donne des autonomies chez Renault Trucks, c'est toujours en fin de vie batterie, c'est-à-dire au bout de 7 ou 8 ans, quand il n'y a plus que 80% d'énergie initiale dans la batterie. Donc si vous avez un camion neuf, vous rajoutez 20% à toutes les autonomies que je marque ici. Cette année, on vend des batteries qui sont... on ne voit pas bien les couleurs sur l'écran, mais on a gagné un petit peu parce qu'on est passé à 4 fois 66 kWh et on couvre à peu près 60% des usages de distribution urbaine et de bennes à ordures ménagères. Très rapidement, alors les couleurs sont terribles sur ce... Bon, tant pis. Très rapidement, on va proposer une nouvelle génération de batteries pour ces véhicules qui couvrira une très grande majorité des usages urbains et de bennes à ordures ménagères. En 2023, sur la partie heavy duty, on couvrira principalement la distribution régionale et assez rapidement on proposera ce fameux camion 500 km dont tout le monde parle pour couvrir la partie non routière. Et tout ce que j'ai mis ici, c'était de la recharge de nuit en dépôt. Ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre, c'est que pour la ville, pour la majorité de nos clients, la recharge en dépôt la nuit suffit. Il n'y a pas besoin de biberonnage haute puissance. Alors pour certains clients qui font 2-3 équipes, ça peut être le cas, mais la majorité n'en a pas besoin. Pour la route, on va avoir besoin de biberonnage, je vais en parler après. Et donc si on rajoute ce biberonnage dans la journée, on voit qu'on peut passer l'autonomie de 500 à 1000 km, donc on couvre la quasi-totalité des usages des camions long haul. Alors pour que ça ait lieu, il faut qu'il y ait des stations de biberonnage pendant le repas ou pendant le chargement ou le déchargement. Donc il y a eu un premier jet qui a été fait par, je crois que c'était une étude du Fraunhofer, qui a été publiée par l'ACEA et les constructeurs en mai, et qui recommande d'implémenter 10 à 15 000 stations de recharge, points de recharge rapide, en 2025 en Europe, et 40 à 50 000 en 2030. Et par ailleurs, d'avoir à horizon 2030 40 000 points de recharge rapide sur les aires d'autoroute, sur les aires de repos pour la nuit. Un point de recharge, pardon, pas rapide dans ce cas-là, sur les aires de repos le long des autoroutes. Donc ça, c'était notre demande. Comme vous le savez, la Commission européenne a proposé un paquet réglementaire qui s'appelle Fit for 55 pour réduire de 55% les émissions de CO2 entre 1990 et 2030 en Europe. Et dans ce paquet réglementaire, sur la partie AFIR, il y a un sujet sur le camion qui est basé sur le réseau, vous voyez là, qui est le TEN-T européen, qui demande que tous les 60 km sur ce réseau, il y ait une station de recharge rapide pour camions.
Donc nous, on est très contents de cette proposition. C'est un premier jet. Sur la localisation, c'est intéressant. Après, sur la quantité d'énergie par station, ça nous paraît largement insuffisant. Donc pour l'instant, c'est une proposition de la Commission. Elle va être discutée pendant l'année et demie qui vient. Et fin 2022, on espère qu'il y aura une loi votée par le Parlement européen et validée par le Conseil de l'Europe, qui sera contraignante pour les États européens pour implémenter ces stations de recharge rapide. Pour enclencher le mouvement, nous, groupe Volvo, donc Renault Trucks, Volvo Trucks, Traton, MAN et Scania et Daimler ont annoncé en juillet qu'ils créaient une JV qui est capitalisée à 500 millions d'euros pour commencer. Donc elle sera probablement effective au 1er janvier 2022. Et la raison d'être de cette JV, c'est d'implémenter et d'opérer des stations de recharge rapide pour camions sur les autoroutes. Donc c'est une façon pour nous, constructeurs, de faire en sorte que ça arrive et que nos clients puissent acheter les camions parce qu'il y aura les stations de recharge. Alors, vous voyez, donc notre stratégie, elle est plus basée sur les stations de recharge statiques que sur l'autoroute électrique, qui est le sujet de cette table ronde. Mais j'ai fait un slide pour essayer de les comparer. En fait, on a trois stratégies possibles une fois qu'on a un camion à batterie. La première stratégie, c'est de lui mettre 800 km de batterie et de recharger que la nuit, en charge lente, parce que l'électricité coûte moins cher. La deuxième solution, c'est celle que j'ai développée dans les slides précédents, c'est-à-dire d'avoir ce fameux camion 500 km qui va biberonner à midi pour finir sa journée. Et puis la troisième solution, c'est ce dont on a parlé. Alors j'ai mis 200 km et j'ai vu dans M. Pellata que vous parliez de 250 km. Mais bon, en gros, il aura moins de batterie que le camion qui biberonne à midi ou que le camion qui ne se recharge que la nuit. D'une façon générale, on pense que le coût d'investissement des ERS va être supérieur au coût d'investissement des stations de recharge statique, qui est lui-même supérieur au coût d'investissement des recharges de nuit. Et alors, tout ce que je vous montre là, ce n'est pas définitif, on est au tout début. On a lu avec beaucoup d'intérêt les rapports des groupes de travaux qui sont vraiment très complets et très intéressants. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour comprendre, mais cette partie coût d'investissement, elle va être déterminante, je pense, dans le choix des États d'aller vers un système ou un autre. En termes pour nos clients, les transporteurs, en termes de facilité d'opération, le camion 800 km, c'est le plus intéressant. Après, ça va vraiment dépendre du schéma logistique de chaque transporteur pour savoir si c'est mieux de réserver un créneau dans une station à midi pour aller recharger ou de faire 200-300 km sur telle autoroute pour pouvoir recharger. Ça va vraiment dépendre de ces opérations et c'est dur de dire pour l'instant que l'un est meilleur que l'autre. Et enfin, l'avantage déterminant des autoroutes électriques, comme l'a montré M. Pellata, c'est qu'on a besoin de beaucoup moins de batteries à bord. Donc c'est un avantage CO2, certes, et c'est un avantage prix. Et donc si vous avez le camion inversement, si vous avez votre camion qui fait 800 km en électrique, il va avoir besoin de beaucoup plus de batterie. J'attire votre attention sur le fait que la différence de batterie entre 200 et 500 km de batterie, donc c'est à peu près 300 km d'autonomie, ça représentera à horizon 2030 2 tonnes et 40 000 euros de coût. Donc c'est beaucoup, mais il faut regarder ça au regard de l'investissement supplémentaire lié à l'autoroute électrique. Donc je ne tire aucune conclusion, je pense qu'il faut continuer à regarder. On regarde avec beaucoup d'intérêt ces développements, mais pour l'instant, on n'est pas certain que ça va être une solution qui sera au niveau coût plus intéressant pour nos clients. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais vous montrer. Et il y avait un film après, c'est ça ? Merci Marc pour ces apports, ces précisions, ces compléments qui viennent... qui ont tout à fait leur place dans les échanges et les débats sur route électrique. Et donc là, on va prendre un petit peu plus de recul et donc avoir la vision suédoise et internationale de Jan Petersen. Et également, comme je disais tout à l'heure, Jan anime un groupe de travail au sein de l'Association mondiale de la route sur ces questions de route électrique. Donc, est-ce qu'on peut lancer la vidéo ? Il y a quelques secondes, voilà, ça va partir. Hi everyone, my name is John Peterson and I work for the Swedish Transport Administration. And I'm really thankful for being invited to talk about electric road system today to you in Lyon at Syltrans conference. Unfortunately, I couldn't be with you today due to Corona restrictions in our company today.
But I will try to give you a presentation what is going on in Sweden regarding electrified road system, and also shortly about what is going on within PIARC. PIARC is the world's biggest road organization that has started a task force regarding ERS road systems that I am chairing. So first of all, I would like to start talking about electrification in a very broad term. In Sweden, we think electrification is the way forward. And when we talk about electrification, we talk about, of course, electric road system. ERS is a shortening for that, or dynamic charging of vehicles while they are moving, while transferring energy from the infrastructure to the vehicle. But we also have a very, very big focus in Sweden on static fast charging for battery vehicles. We see that the battery development is very rapid, and it is constantly coming new types of vehicles, heavy-duty vehicles that are heavier and longer and so on, that can use static fast charging and can serve mostly local and regional transports in Sweden. So we have a big focus now in Sweden that we want to deploy static fast charging infrastructure. But we are also following the development of hydrogen fuel cells, electric fuels, and also battery swapping. I mean, all those kind of solutions are of course interesting, and once again the development is very, very rapid. But all of these different kind of solutions, they have all their pros and cons and challenges. And we don't think in Sweden that there is one single silver bullet that will solve the transport systems challenge to make it fossil free. We think it needs to be a number of solutions, and a number of solutions that needs to interact with each other. So we think all these solutions needs to be used to free the transport sector from fossil fuels. But of course, we also need to increase the efficiency in the entire transport sector. I mean, we need to continue moving goods from the road sector to the railway sector and the maritime sector. So that is also, of course, very important. But I'm here today to talk mostly about electric road systems. And when we talk about electric road system in Sweden, we need to remind ourselves that it's just not to deploy a system on the road, within the road infrastructure. You also need an existing electric grid, and also you need to manage to create a parallel electric grid so you can feed and support the electric road system. That is also very important and also quite costly, of course. And then you have the technology for the electric road system, of course. But whatever technique you choose, there will be other needs for the infrastructure. For instance, if you choose the technique to setting poles and use a catenary system, you probably need more safety barriers, for instance. And for all of the techniques, you probably need more service roads so you can reach the system, so you can reach transformators and so on. And if you choose some system that is mostly within the road surface, the pavement, for instance, you probably need more maintenance and so on. So this is important things to remember when you are talking about electrified road systems. And another important thing is when you want to deploy an electrified road system, you need to analyze and create a business model for it and get all of the stakeholders that are active within creating an electrified road system and get them all together and see how they can interact and what kind of role each stakeholder want to have or should have. For instance, the vehicle manufacturers. Now, of course, very, very important. If you deploy an electrified road system, you need vehicles that can use the system. That is quite obvious. And in Sweden, we have the manufacturer Scania, for instance, and they have been very active within this area regarding electrified road systems. And then we also know that Iveco, for instance, is also very active regarding some of the techniques that we are testing in Sweden. But hopefully more OEMs needs to be active within this new type of system. That is very important. And of course then the users, the one that are going to use the system. Do they want to use it and so on? And how do they want to use it? That's very important. And then electricity dealers and grid owners, the more we learn about ERS road system and the business models functioning, we understand that
the electricity dealers and the grid owners are key players. And they are also very familiar in, of course, producing energy, delivering energy, and also measurement issues regarding energies and charging issues also. So they are key stakeholders also. And then you need some sort of operator for the system. And then you also have the road owner, the infrastructure owner. And in Sweden now, the government has decided regarding ERS road system that the Swedish Transport Administration should be the one that builds this system, that finance these systems, and also own the system and be responsible for the maintenance and operation of the systems. And then we will take a fee from the users that will cover maintenance cost and traffic operations cost. But the cost for the infrastructure will be paid by the state. So that is already a decision that the government has taken in Sweden. Then we can go into the different kind of techniques. In Sweden, we have started to test the different kind of techniques in real environment, in real traffic environment. We started already 2016 in deploying our first demonstrators. And these demonstrators, I must first say, they are just a temporary sites. We build them, we create a lot of knowledge, and then we dismantle them. So the first one we deployed in 2016, and it was the Siemens catenary systems, and the vehicles were delivered by Scania. We tested it for 4 years, and after 4 years we realized it works. The technique works, the vehicle works, and so on. And it works also in very tough conditions. We tested it during quite tough winters also. So yeah, it works. So by that we dismantled it. But we also started test with another technique called EVIAS. It was outside Stockholm, the airport of Stockholm. We tested a road-bound rail technique. And it was exactly the same according to Sandviken. The technique works, the vehicle works, and so on in different kind of tough situations. And then we have continued with 2 more tests. A test down in the southern part of Sweden in a city called Lund. We will test another type of road-bound rail system called Evolution Road. And we already see that that technique also works. It works very good, I must say. And then lastly, we are now testing also an inductive system on the island of Gotland between the airport of airport of Visby and the city of Visby, where we test a heavy-duty vehicle and a bus. And the same thing here. The technique works, absolutely. The vehicle works, and so on. We will, of course, continue testing and improve these different kind of systems. But we can already see that the techniques is not the issue. We will have a technique for ERS that is working in real traffic situation, absolutely. So since we now approve that in Sweden, the government now has decided so it's time to deploy the first permanent section of ERS road in Sweden. So the government had decided now that we should build a section on the E20 between the city of Hallsberg and Örebro, a section that is 21 kilometers. So we have already started the planning for it, also launched the procurement process for it. So hopefully this section will be built and ready for traffic opening by the end of 2025. And the government also in the same time gave us the task, we at the Transport Administration, to make a plan. They asked us how much ERS road system should we deploy in Sweden, and also ERS road system that should be socio-economic positive. And we came up with a solution that we suggest now it should be built 2,400 kilometers of ERS roads in Sweden. And it of course will be on the biggest road with the biggest amount of heavy-duty vehicles, for instance. So here you can see a map that shows those sections that we have suggested now to the government, that on these sections you could build ERS road systems. But this is just planned. There are no decisions yet, apart from the first section on Hallsberg-Örebro. ERS road systems, of course, we do a lot in Sweden, and we do a lot in different other countries. Other countries also doing a lot, but we think the cooperation between countries and peers are so extremely
important regarding ERS road system. So the government in Sweden, Germany and France has decided to start an innovation partnership regarding ERS roads. We have already had this innovation partnership together with Germany since 2017, and it has been very fruitful. We have analyzed the business model, techniques, legislations, and so on, a lot of things. And I'm really happy now that France will join this cooperation, and we will have a trilateral cooperation. And together, I hope we can set ERS road system on a European map. So this is very important, I think, and very positive. I mentioned also PIARC. PIARC is the world's biggest road organization. I think it gathered more than 125 countries, something like that. They decided for 1 year ago to start a special task force regarding ERS road systems. And I got the opportunity to lead that group. And we have a broad participation from a number of countries. And it's quite clear now that it is a growing global interest regarding these techniques. So for instance, I mentioned Sweden already, and you know Germany, they are now planning for 3 big clusters where we are going to analyze dynamic charging together with static charging and hydrogen. And you know also UK just presented that they also have big plans for ERS road system, and they plan a section near Glasgow as a first step, as I learned now. In the US, they also have plan for ERS road system, and they are focusing mostly on inductive, but they have also tested catenary systems. And of course, what you are going to do in France will be extremely interesting to follow. In Italy, they are right now building a test section with inductive systems, and also in Israel, they are just now building a number of sections in the city of Tel Aviv. And in India, if we go a bit more east, they are planning for a section between the city of Mumbai and Delhi. I think it's 250 kilometers with the ERS road system. And in China also there are a number of tests regarding ERS road system. So this was just an example. And then I can also mention it's a discussion among the Nordic countries also too regarding these issues. So a lot of things going on, and we have within PIARC conducted a number of workshops regarding this, where we have given the opportunity to all these stakeholders to present their view regarding ERS road system. So if you go into piarc.org, you may find a number of workshops that are really interesting, where you can listen, for instance, for a number of countries presenting their strategies and policy. So once again, thank you for having me today. Sorry that I couldn't be physical visiting Lyon, but I'm really looking forward to meet our French colleagues and discuss more about ERS, and looking forward to starting this trilateral innovation partnership. So thank you all and take care. Donc comme on le voit, les choses bougent à l'international. C'est toujours passionnant de voir ce qui se passe au-delà de nos frontières. Et en tout cas, un grand merci à Yann pour son éclairage. Donc maintenant, nous allons passer à la table ronde. Donc il va y avoir un mouvement. Donc je vais demander à Patrick et à Marc de rester, Marc Lejeune, pardon, de rester. Et par contre, est-ce que je peux demander Patrick, oui, restez. Et donc je vais appeler donc Étienne Bourmeau d'Eiffage Énergie Système, Christophe Boutin de l'ASFA, l'Association des sociétés d'autoroutes, et Franck Gautron d'Indura de nous rejoindre sur la tribune. Et dans ce cas-là, oui, si vous voulez. Non mais Marc... Donc merci de nous avoir rejoints. Je vais peut-être lancer le débat et notamment je voudrais m'adresser tout d'abord à Étienne Bourmeau, donc je rappelle d'Eiffage Énergie Système, et poser la question suivante, à savoir quelles sont les technologies qui répondent selon vous le mieux aux attentes au plan énergétique, les technologies ERS, et également quelles seraient les adaptations qu'il conviendrait de prévoir par rapport au réseau de distribution d'électricité.
Vous avez des micros sur la table. Étienne, Bonjour. vous avez la parole. Oui, alors les technologies, comme le rapport l'a mis en évidence, les technologies qui privilégient le meilleur rendement sont à privilégier. L'énergie va être de plus en plus rare et chère. C'est dommage de la perdre à chauffer l'atmosphère. Donc les technologies à contact, soit par caténaire, soit par contact au sol, sont les meilleures. Ça, c'est assez évident. Alors maintenant, parmi toutes ces deux technologies, il nous a semblé que la technologie par contact au sol avait plus de potentiel, en tout cas moins d'inconvénients que celle par caténaire. Il faut se rendre compte que le caténaire pose pas mal de difficultés de sécurité, de longévité, de passage sous les ouvrages d'art. Alors que la technologie à contact au sol, elle nous paraît plus pertinente, et en plus, elle est interopérable avec des véhicules légers ou moins. Donc c'est quand même préférable. Alors maintenant, quels sont les impacts? La deuxième question, là, celle-là, elle est assez ardue. En fait, les impacts sur le réseau de transport. Alors sur la production EDF, l'impact peut être pas négligeable. Il sera là, mais il y a un effet. Il y a un effet de foisonnement qui fait qu'on est en train de parler de 10% de puissance installée en plus, ce qui est relativement gérable. Par contre, au niveau du transport RTE et le transport directement sur l'autoroute, là l'impact peut être considérable par le fait que on va être obligé, le foisonnement est bien moindre, et on va être obligé de dimensionner les réseaux en conséquence. C'est clair qu'on a un peu de chance, c'est-à-dire que le réseau RTE, donc les lignes 400 kV, 225 kV, sont bien souvent le long des autoroutes. Donc ça tombe bien. Il y a des endroits où ça va être un petit peu compliqué, c'est en Bretagne, puisque déjà aujourd'hui le réseau est sous tension, le réseau RTE est sous tension en Bretagne et en PACA. Donc là, ça nécessiterait des augmentations de capacité, voire des lignes nouvelles. Ça, c'est pour le réseau RTE. Après le long d'autoroute, eh bien, il faudrait distribuer à des distances, en fonction des puissances des sous-stations de type SNCF. C'est-à-dire qu'on est très voisin de ce qu'on met en œuvre dans le ferroviaire. Donc des sous-stations qui transformeraient la tension de HTB en HTA, donc du 20 kV. Distribuer du 20 kV le long de l'autoroute. Donc c'est des contraintes qui sont tout à fait gérables, mais il faut les prendre en compte. Merci Étienne. Là, j'aurais une question en direction de Christophe Boutin, et donc le point de vue des gestionnaires d'infrastructures est un point de vue important, disons, en termes d'enjeux. Et donc ma question serait la suivante, c'est-à-dire en sus, disons, des bornes de recharge rapide qui vont être nécessaires qui existent déjà pour les poids lourds, enfin qui vont se développer pour les poids lourds qui seront installés sur le réseau. Comment vous voyez la place que pourrait prendre l'ERS, et comment envisagez-vous justement son développement tant point de vue technique, financier et en termes d'organisation? Déjà, on est quand même dans une phase un peu prospective. Pour l'instant, Bernard l'a rappelé, tous ces véhicules ne circulent pas. Donc aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est quelles sont les technologies qui vont s'imposer petit à petit? Est-ce qu'il n'y en aura qu'une seule? Est-ce qu'il y en aura plusieurs? Il se peut qu'il y en ait plusieurs. Il y a des domaines d'emploi des véhicules, et ça a été rappelé sur les différentes présentations, qui ne sont pas forcément les mêmes selon la nature du besoin du client. Et ça, c'est dimensionnant parce que du coup, il va avoir envie d'avoir une autonomie plus ou moins grande et des besoins de se recharger qui sont plus ou moins élevés. Il y a aussi peut-être un autre facteur qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent dans les évolutions des véhicules à venir. Peut-être que les véhicules vont s'automatiser un petit peu. En tout cas, pour les poids lourds sur autoroute, c'est un domaine où c'est probablement possible dans un avenir à moyen terme. Ça veut dire qu'à ce moment-là, les poids lourds pourraient être éventuellement
au moins pour leurs usages sur autoroute, utilisés plus intensivement qu'ils ne le sont aujourd'hui, avec donc moins de temps disponible pour des recharges éventuellement. Donc il y a encore beaucoup d'incertitudes. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de mettre en œuvre ces projets pilotes qui ont été mentionnés dans les différentes présentations pour non seulement vérifier que ces techniques marchent, notre ami suédois l'a rappelé, les véhicules, ça marche, ça se recharge, ça c'est un fait, mais nous, gestionnaires d'infrastructure, on aime aussi savoir comment ça tient dans le temps, quelles opérations de maintenance, de réparation il faut effectuer, comment ça s'intègre aussi dans nos opérations habituel de maintenance de la route. La route, ce n'est pas un objet figé dans le temps. Il faut qu'on intervienne sur des fréquences de retour peut-être plus longues que sur des équipements électriques ou électroniques, mais quand même, il y a des interventions à faire. Et la question du coût, elle est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, on a des projections. Alors, c'est difficile de savoir ce que ça voudra dire quand tout cela sera développé à des échelles industrielles, mais les ordres de grandeur qui circulent, ça tourne autour de 5 millions d'euros du kilomètre. Pour vous donner une idée, une autoroute... En double sens, dans les deux sens de circulation. Oui, 5 millions, ça se compare à un coût de construction d'une autoroute neuve qui tourne autour de 10 millions à peu près. Donc on ajoute 50% du prix de l'infrastructure dans l'équation, avec des coûts de maintenance et d'exploitation qui sont probablement très différents. Avec aussi la question du financement de tout ça et de la contribution des usagers qui vont venir utiliser ces différents équipements. Alors aujourd'hui, sur le système autoroutier concédé en France, l'usager paye l'infrastructure par le péage, il paye un peu des taxes associées, mais il paye toute l'infrastructure par le péage. Demain, le gestionnaire d'infrastructure devra continuer à financer l'infrastructure, mais il pourrait être amené, ou via un partenariat, je ne sais pas exactement comment le modèle financier se fera, à aussi devoir tarifer l'énergie fournie aux véhicules qui circulent sur la route, par des modèles de comptage que je ne connais pas actuellement, mais qu'il faudra bien calibrer, pour que tout cela tourne et trouve un équilibre. Et peut-être même un équilibre plus que positif, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'URF est bien placé pour le savoir, et vous publiez un certain nombre de documents sur le sujet. La route a une contribution au budget de la nation qui n'est pas tout à fait négligeable. Demain, avec des systèmes électriques, il n'y a plus la TCIPE, c'est pas tout à fait pareil. Peut-être que l'État souhaitera aussi que les usagers de la route continuent à contribuer à l'équilibre des finances publiques pour ne pas avoir à répercuter ces équilibres-là sur le reste du budget. Donc toutes ces questions, elles sont importantes. Et il faut aussi, à mon avis, avoir en tête qu'il faudra distinguer deux phases, une phase d'amorçage et une phase d'équilibre. À l'équilibre, il faudra que tout s'autofinance et tout s'autoporte, mais dans la phase d'amorçage, et on le voit très bien avec les véhicules électriques, il y a des investissements à financer dès le départ qui sont très importants et qui ne trouvent aucun équilibre dans les premières années. Alors il se trouve que c'est le business model des sociétés concessionnaires d'autoroutes, effectivement, de mettre des dizaines de milliards d'investissements upfront et ensuite de se financer sur le long terme. Notre structure est faite ainsi. Parfois, ça provoque quelques malentendus quand on voit le niveau des résultats nets annuels, mais on oublie que derrière, il y a eu quelques investissements. Donc effectivement, peut-être que c'est un modèle financier qui peut s'appliquer parce que ça lisse la charge pour les utilisateurs dans le temps et ça permet de financer rapidement des infrastructures alors même que les recettes initiales sont très très faibles. Donc ça tombe pas trop mal de ce point de vue-là, si j'ose dire, puisque en France, le réseau autoroutier concédé est à maturité pour une grande partie de son réseau. Un certain nombre des concessions vont se terminer dans les années 2031 à 2036 pour l'essentiel. Ça veut dire que si on lance aujourd'hui une nouvelle phase d'investissement assez massive, on aura des périodes ultérieurement qui permettront, si on maintient le péage, d'amortir ces investissements. Merci beaucoup. On va continuer peut-être dans le domaine de l'infrastructure. Donc, j'aurais une question pour Franck Gautron, qui est le directeur du pôle Indura, donc infrastructure à Lyon. Comment vous voyez l'adaptation de tout ce qui concerne la construction et la maintenance des routes? Ça a été évoqué avec l'ERS selon les différentes technologies. Et quelles évolutions pour la profession de constructeur et de mainteneur de la route? Clairement, il y a des évolutions. Donc, comment vous voyez ça aujourd'hui et avec les informations disponibles? Alors, il faut se rassurer, on est capable de le faire, mais c'est à quel coût et puis dans quelle logique, quelque part. C'est-à-dire,
L'incrustation de technologie dans la route n'est pas sans poser problème. Aujourd'hui, une route, vous la connaissez tous, peut-être que vous ne l'apprenez pas d'ailleurs suffisamment, c'est un outil, c'est un produit extrêmement technique et technologique quelque part qui évolue. Ce qu'elle n'aime pas, justement, c'est le changement finalement de matière. Et là, on va, si on parle du rail par exemple, incruster un rail dans un tablier qui lui se porterait vachement mieux en termes de fonctionnement, mais surtout de maintenance, etc., s'il était tout seul. Donc, changement de matériaux, etc. Il y a des problématiques de bord, d'incrustation, et puis ensuite, on soupçonne de maintenance. Moi, je suis assez optimiste sur la maintenance, parce que quand on aura résolu la conception... Bon. Par contre, ce qui est là où il ne faut pas qu'on se loupe au début, c'est déjà l'intégrer dans ce qu'on projette demain. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait faire, on saurait faire. Après, c'est une histoire de prix. Le prix, ça s'optimise une fois qu'on fait les expérimentations. Donc, il faut faire ces expérimentations. Il y a de la recherche qui est déjà très productive et qui montre que l'intégration est faisable, qu'on n'a pas de problématique fondamentale d'adhérence. Tout cela, on sait faire. Mais on va vers des produits qui sont décarbonés. Et aujourd'hui, l'incrustement de la techno, elle fait encore usage de choses qui pourraient troubler notre façon de gérer la route dans un moindre esprit carbone. Par exemple, vous savez peut-être, et ça se fait déjà, qu'on est capable de raboter et de remettre l'enrobé d'une autoroute à 100% d'elle-même. Alors oui, en rajoutant quelques liants. Ces liants sont des produits techno, mais ils sont de plus en plus décarbonés. Quid si on incorpore des éléments étrangers? C'est ça la vraie question. On sait faire avec des choses qui, pour l'instant, on ne saura peut-être pas maîtriser le côté recyclage, le côté décarboné, etc. Mais on sait faire. Et pourtant, les exploitants vont être sensibles au fait que le coût, la maintenance, etc., on verra. Je suis assez optimiste, mais on verra. On verra, c'est lié d'ailleurs à la conception originale. Qui de la route que du rail, par exemple, est le moins périn? Qui demande le plus de maintenance? À qui sera dévolue cette maintenance? Est-ce que c'est aux opérateurs routiers ou est-ce aux opérateurs d'énergie? Comment se fait les business models? Vous en avez parlé. Mais fondamentalement, les entreprises vont se débrouiller pour repartir des standards de la conception nouvelle et avoir des outils extrêmement performants pour minimiser leur entretien et leur maintenance. Fondamentalement, la recherche continuera à se faire sur les aspects de bord, etc., pour maintenir, et je dirais même développer, un service de plus forte qualité aujourd'hui. Souvenez-vous aussi que la route s'est fait pour toujours procurer plus de sécurité et de fonctionnalité que demain. Et puis, il y a des choses qui sont assez fantastiques et qu'on veut revenir très rapidement, c'est qu'une fois que ces systèmes seront installés, on va y mettre de l'intelligence. Et cette intelligence, je crois qu'elle intéresse également la mobilité. Merci. J'aurais une question, je m'adresserai plus particulièrement à Marc Lejeune, qui représente cette table ronde, les constructeurs. Vous l'avez rappelé, c'est-à-dire en fait une partie importante des constructeurs de véhicules industriels semble privilégier des solutions de véhicules électriques, je dirais, tout embarqués, c'est-à-dire batterie ou hydrogène, et donc pour ce faire s'appuyer sur un réseau européen de charge rapide. Et donc, vous l'avez un petit peu abordé, mais est-ce que vous pourriez préciser comment vous, justement, vous positionnez par rapport au système de RS de route électrique? Et je poursuivrai ma question. Comme il y a eu cet appel d'offres, ça a été rappelé, appel à projet qui a été lancé dans le cadre du PIA 4, est-ce que le groupe Volvo pourrait être intéressé justement à participer à un consortium pour justement réaliser des expérimentations grandeur nature en France? J'ai déjà plus ou moins évoqué le sujet dans ma présentation. Je pense que le système ERS, donc on l'a vu dans la présentation de M. Pellata, il va concerner un certain nombre de sections d'autoroutes. Quid de tous les utilisateurs sur les nationales et sur les autres autoroutes? Donc il ne peut pas être un système universel. Donc le seul système universel possible va être la station de recharge statique. Après, sur certains axes très fréquentés, donc le TNT européen, donc c'est typiquement le Paris-Montpellier, là on peut imaginer qu'il y aura en plus, pour certains utilisateurs qui le voudront, un système de captage par le sol ou par les airs qui complémentera le système de station de recharge statique. Nous, c'est comme ça qu'on le voit. Donc on voit les ERS avec intérêt, mais
pas comme le système principal qui va nous permettre de décarboner la mobilité non routière, mais comme un complément sur les axes les plus fréquentés. Et même de ce point de vue-là, on n'est pas encore certain que d'un point de vue financier, ce soit la bonne opération. Pour répondre à votre seconde question, pas forcément la réponse, je ne vais pas le faire en public et je le ferai avec les acteurs qui viendront nous voir. Voilà. Très bien. Bernard ? Alors j'aurais une question pour Patrick Pellata. Donc on a abordé l'échéance de la mise en service d'au moins la moitié du linéaire final d'ERS qui serait envisagé pour 2030. Ça semble un enjeu majeur. Quelles seraient pour toi les conditions pour parvenir à tenir ce délai ? Est-ce que l'harmonisation des technologies au plan européen est un préalable nécessaire ou pas ? Et si oui, comment y parvenir dans les délais ? Je ne vais pas y arriver. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à rappeler. D'abord, la route est universelle et les camions sont universels. Dès qu'ils sont plus universels, la valeur à leur revente d'un camion dégringole. Donc, il faut absolument, je pense, une solution pan-européenne, c'est-à-dire un même choix sur les ERS et la place qu'ils prendraient dans l'ensemble du transport routier et une solution technique identique. Je vois mal qu'on ait à la fois des caténaires, des rails au sol, de l'induction. Dans les villes de l'induction, c'est d'ailleurs ce qui a été présenté, ce qui a été dit sur Israël à Tel Aviv, c'est de l'induction, mais en ville, quoi. Et ça fait tout à fait du sens. Donc ça, je pense que c'est une première condition. La deuxième, c'est en fait pourquoi on fait tout ça. Pourquoi on électrifie ? On électrifie parce qu'il faut électrifier. On électrifie parce qu'on veut réduire les émissions de carbone du transport routier qui pèse, en gros, en Europe, pas loin de 30% des émissions de carbone de l'Europe. Et qui, en plus, c'est le pire des secteurs économiques, hein, puisque c'est encore au-dessus de 1990. Alors que tous les grands secteurs ont baissé. C'était 12% en 1990 des émissions totales de l'Europe et c'est maintenant 19,5%. Oui, le 30% c'était pour la France. 19,5% sur l'Europe. Donc on fait ça pour ça. Et là, on a calculé en comptant l'empreinte carbone des batteries, du cuivre, de l'aluminium, de l'électronique, etc. On a compté l'empreinte carbone d'une solution transport routier électrique à batterie et ERS, hein, il y a bien les deux, hein, qu'on soit très clair. Et ça, on a trouvé que c'est ce que j'ai montré, bien meilleur que toutes les autres solutions, en fait. C'est-à-dire on arrive à diviser par 5, en gros, les émissions carbone. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, après, effectivement, le troisième point, c'est... à l'équilibre, il faut que quand on sera tous les camions électrifiés et tout le RS mis en place, il faut que ce soit à un équilibre économique pas très loin de là où on est aujourd'hui. Et ça, de notre point de vue, c'est faisable avec des investissements qu'on a comptés. On n'est pas très loin du 5 millions, mais un peu moins quand même. Mais sur le territoire français, ce serait de l'ordre d'une quarantaine de milliards d'euros qui sont apportés, et c'est ça la grande différence, je pense, dans le point de vue qu'on a vis-à-vis de ce qui a été exposé par Renault Trucks, c'est que l'investissement, si on fait des très grosses batteries sur le fret longue distance, il va être porté par les transporteurs, en fait. Il va falloir payer la batterie, il va falloir payer son remplacement éventuel, parce qu'elles sont très utilisées dans ce cas-là. Hein, sur 1 million ou 1 200 000 km, la batterie, on aura du mal à faire une seule batterie sur cette durée de vie. Et inversement, sur un ERS, on sépare la charge sur des gens qui sont habitués à des investissements longs, qui sont les opérateurs autoroutiers ou des opérateurs de vente d'électricité, puisqu'à la fin, ce sera ça. D'un côté, et puis des investissements de court terme, hein, sur 5-6 ans, qui sont les flottes qui utilisent
les camions et qui auront à apporter un investissement plus faible, mais payer le kilowattheure plus cher par l'ERS. En gros, à 3... Enfin, l'électricité en France, quand on est un très gros consommateur, aujourd'hui, c'est à peu près 6 centimes du kilowattheure, 6-7 centimes du kilowattheure. Et on pense qu'entre 15 et 20 centimes du kilowattheure, ça reste ça reste économique pour l'opérateur de flotte, et ça permet un payback raisonnable à la phase de transition près. Je suis d'accord, là il se passera quelque chose pour l'opérateur de l'ERS. Est-ce que vous êtes en train de dire que le transporteur ne paiera pas l'amortissement de l'ERS ? Il paiera, c'est ce que je dis, il paiera le 15 à 20 centimes du kilowattheure. Ça comporte l'amortissement de l'ERS ? Ça, c'est en comptant bien sûr, c'est en comptant l'amortissement. Sur des investissements de très longue durée, on est sur des investissements de 30 ans ou plus. Les études là, qui sont pas faites sur la vraie durabilité et qu'est-ce qui se passe au bout de 15 ans quand il faut changer, comme Éric Ollinger l'a dit tout à l'heure, quand il faut changer le revêtement, etc. Ça, c'est des questions qui sont encore... Sur la partie borne de recharge rapide, où là le client va payer l'amortissement d'investissement, on est sur des valeurs supérieures en prix au kilowattheure. Donc je suis surpris de la valeur que vous annoncez. Oui, parce que c'est techniquement très différent en fait. C'est-à-dire que vous avez un réseau, le rendement est différent déjà pour commencer. C'est-à-dire quand on est en conduction directe, le rendement, on ne passe pas par la charge-décharge de la batterie. Ça c'est un point. Et ensuite on a une alimentation qui, fondamentalement, les investissements d'alimentation de RTE, ça va être les mêmes, parce que pour une raison très simple, c'est que la quantité d'énergie dépensée sur l'autoroute, elle sera à peu près la même, elle sera un peu supérieure quand il y a des bornes à cause de la perte de rendement, mais c'est à peu près la même. Donc on est d'accord. Et par contre, quand on a le RS par rapport aux bornes, il va falloir déployer ce système sur toute la longueur de l'autoroute par rapport à des bornes ponctuelles qui donc devraient coûter moins cher. Non, parce que c'est un fil et une électronique d'allumage, c'est tout. En fait, on distribue sur une plus grande longueur la même technologie. Donc, qu'on concentre en quelques points, mais s'il faut équiper des parkings avec 150 places et des bornes de recharge rapide, on s'aperçoit vite que le coût est le même que de faire 100 km d'équipement. Enfin, globalement, c'est à peu près ça l'idée. Oui, tout à fait. Le dernier élément dont je voulais parler, c'est les conditions d'exploitation. C'est-à-dire que il faut que le gaz se recharge dans votre schéma, soit toutes les nuits, et là c'est une très grosse batterie quand même, et je dirais un dernier point sur ce sujet-là, soit au bout de ces 4h30 de route. Au bout de ces 4h30 de route, il faut qu'il trouve une borne quand il arrive à 4h30, ou à 4h25, et pas beaucoup plus, et il faut que toutes les bornes soient libres. Et ça... On a essayé de faire des simulations, on a abandonné parce que on arrive sur des milliers et des milliers de bornes. C'est-à-dire les chiffres que vous avez donnés sur l'Europe, pour moi, ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que le transport routier aujourd'hui, dans les conditions d'usage, c'est un point extrêmement important, c'est qu'on trouve toujours du carburant tous les 1000 km. Précisons, s'il n'y a pas plus de camions sur les routes, aujourd'hui les camions ils s'arrêtent au bout de 4h30 pour faire leur pause légale et ils s'arrêtent la nuit pour dormir. C'est les mêmes camions qui s'arrêteront aux mêmes endroits. Donc l'espace, s'il existe, il est là. Non, sauf que ça veut dire que sur toutes les aires de repos, il faut mettre des bornes. Oui. Sur toutes les aires de repos, il faut mettre suffisamment de bornes pour que dans tous les cas, un camion ne reste pas à attendre. La question est de savoir si ça c'est moins cher qu'une autoroute électrique qui est sur toute la longueur de l'autoroute. C'est une question. Ah oui, non mais ça pour nous c'est très clair. Le dernier élément, c'est quand on fait les bilans matière de tout ça. Le problème des grosses batteries, moi je travaille depuis longtemps sur les batteries, depuis 20 ans sur les véhicules électriques, donc 18 ans, pardon, et c'est un sujet, ça reste un sujet. Et en fait, le sujet, c'est le nickel. Or, ce qu'on voit, c'est que le nickel, rien qu'avec les voitures particulières, ça va être un peu tendu à partir de, en gros, 2030, en tout cas 35. Il y aura du recyclage après, mais ça va. Et que l'impact des très grosses batteries, on parle de batteries de 4 à 5 tonnes, là,
il est colossal sur le nickel. C'est un impact CO2, c'est-à-dire l'impact CO2 sur les batteries, c'est ce qui fait la grosse différence dans ce que j'ai montré tout à l'heure, avec l'amélioration du rendement, hein, puisque le rendement électrique par conduction est évidemment meilleur que charge-décharge batterie. Mais il y a une deuxième question qui est la pro en nickel. Les gens qui parlent d'alternatives en lithium fer phosphate, ça marche pour des petites distances, mais ça ne marche pas sur la longue distance, parce que l'écart de densité, il est quand même entre 15 et 20%, et donc on perd encore un peu plus sur la charge utile. Je ne veux pas faire la publicité de nos concurrents, mais certains de nos concurrents sont en LFP, et bon, leurs camions ont l'air d'avoir une masse raisonnable. Mais je pense que vous avez raison sur le principe, c'est-à-dire que l'autoroute électrique permet d'embarquer moins de batteries, donc un impact environnemental moindre, je suis tout à fait d'accord. Par contre, sur l'ampleur de cet avantage, c'est à discuter. En tout cas, on ne va pas clore le débat ce soir. On voit que ce matin, on voit qu'il y aura encore des analyses. Il nous reste une toute petite dizaine de minutes. S'il y a 2 ou 3 questions ou interventions de la salle, on ne voudrait pas vous empêcher de les poser. Monsieur, vous vous présentez juste et puis. Bernard Favre, anciennement Volvo Renault Trucks. Un point qui n'a pas été abordé, c'est les questions de sûreté et de mode dégradé, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez en dire 2 mots sur la comparaison des différentes solutions? Merci. Alors, est-ce qu'il y a un des panélistes qui... Pardon, oui. Pardon, on va prendre une autre question tout de suite, puis on répondra. Oui, bonjour, François Collet. Une question à laquelle personne n'a répondu, c'était la position de l'Europe. Donc je vais répondre en tant que membre du comité de normalisation, donc dans la partie qui s'appelle SRAC. Aujourd'hui, toutes les normes européennes devraient sortir entre 2023 et 2025 pour les 3 solutions présentées. Donc 2023 pour le rail, 2024 pour la caténaire et 2025 pour l'inductif dynamique. Voilà, donc ça c'est pour répondre à l'Europe devrait permettre donc de respecter ce que vous avez dit. Après moi j'ai une question. Qu'est-ce qui fait que, parce que je reviens un peu à la position de monsieur de Renault Trucks, qu'est-ce qui fait que à la fin on pourrait prendre la décision de lancer des investissements qui vont être beaucoup plus importants upfront versus déployer des bornes où on peut déployer des bornes au rythme auquel arrivent les véhicules électriques. Et donc on a une liaison business très forte entre nombre de bornes, nombre de véhicules. Aujourd'hui, on voit que globalement, le nombre de bornes se déploie linéairement en Europe. Le nombre de véhicules est plutôt une exponentielle aujourd'hui. Donc il y a un moment où ça va dépasser et on ne respectera pas les objectifs fixés par l'Europe, mais la façon dont ils sont calculés sont discutables. Mais en tout cas, moi j'ai la question, comment fait-on pour prendre la décision un jour de se lancer sur la route électrique? Qu'est-ce qui fera? Quel est le bon point qui ferait qu'on se lancera? Parce que je pense qu'on repoussera toujours. Oui, merci. Alors peut-être Étienne Bourmeau ou Christophe Boutin sur les questions de sûreté et de mode dégradé d'abord. Sur les questions de sûreté de fonctionnement, on se rapproche du monde ferroviaire. C'est-à-dire qu'on va avoir des sections de l'ordre de... une sous-station va alimenter à peu près 50 km, un peu comme les sous-stations ferroviaires. On a vu que le poids lourd était équipé d'une batterie qui lui permet de faire les derniers kilomètres à 150 km aller-retour, donc 300 km. Donc ça veut dire qu'il peut si une sous-station ou un tronçon d'autoroute était hors service, il pourrait continuer son chemin sans qu'il ne s'en rende compte, puisqu'après la batterie se rechargerait. Donc ça, c'est, je ne sais pas si ça répond à votre question concernant la sûreté de fonctionnement. En tout cas, l'alimentation, techniquement, on sait faire. Alors après, c'est vrai qu'un arrachement de caténaire, par exemple, là, ça poserait une grosse difficulté. On sait qu'en ferroviaire, ça arrive. Là, c'est l'une des grosses difficultés sur ces systèmes-là, c'est qu'il pourrait y avoir un arrachement de caténaire qui fait que la route serait coupée. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Christophe, tu voulais peut-être répondre sur l'autre question? Oui, alors oui, effectivement, on peut être tenté de se dire, on peut le faire de façon progressive et on verra quand la demande sera là pour augmenter la puissance. Alors il y a 2 sujets qui, à mon avis, posent un problème dans cette vision. C'est premièrement, on sait que
la crainte de ne pas pouvoir se charger constitue un puissant frein pour l'acquisition des véhicules électriques légers. Donc si on n'offre pas la sûreté de recharge, les opérateurs auront probablement un peu des craintes. Et puis deuxièmement, il y a un sujet plus fondamental, c'est que ce n'est pas linéaire le coût de déploiement, le coût de montée des amenées de puissance sur les différentes aires électriques, d'autoroute, pardon. Si vous avez, je vais caricaturer, mais si vous installez sur une aire d'autoroute 3 bornes de recharge de 150 kW, effectivement, la modification du système électrique va être minime. Ça va vous coûter quelques milliers d'euros, quelques dizaines de milliers d'euros. Il y a des subventions de l'Union européenne, merci à elle. Donc finalement, pour l'opérateur, le reste à charge est faible. Si maintenant vous vous dites quelle est la situation dans 3 ans, quelle est la situation en 2030 et quelle est la situation au-delà, et que vous essayez de dimensionner la demande pour répondre à cette situation, vous vous apercevez que vous pouvez complètement changer de système. Déjà, vous pouvez changer d'opérateur. C'est plus Enedis, c'est RTE qu'il va falloir contacter. Et in fine, si les plus grandes aires d'autoroute, des aires comme Montélimar ou celle de Weimar sur l'autoroute A1, doivent être équipés pour faire face à la demande. Et c'est des aires qui ont plus de 200 places de parking pour les poids lourds. Donc effectivement, s'il faut les charger la nuit ou même aux pauses méridiennes, c'est quand même des puissances colossales. On peut se retrouver dans des configurations où certaines aires ont besoin de 10 MW, 20 MW d'acheminement d'électricité. Ce n'est pas du tout les mêmes coûts. Et ça, malheureusement, c'est pas linéaire comme investissement. Donc vous allez vous retrouver un jour à atteindre le mur. Et donc peut-être que les investissements que vous avez faits initialement en pensant qu'au fil de l'eau, ils vont satisfaire la demande, il faudra les mettre à la poubelle et en refaire un nouveau massif assez rapidement. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Je ne vois pas, mais elle est si, là-bas. Oui. Merci. Laurent Dillenschneider, FM Logistique. Moi, j'ai une question très opérationnelle. C'est comment envisage-t-on la connexion de l'ERS au réseau traditionnel? Faut-il imaginer un véhicule hybride ou est-ce que, comment on pense à ces connexions? Vous parlez de la captation de l'électricité, c'est ça? Non, j'ai mal compris la question. La circulation sur les autres routes, peut-être? La circulation sur les autres routes, donc comment ça se passe en amont et en aval de l'ERS? Alors là, je peux peut-être répondre. Disons qu'a priori, puisque les véhicules auront forcément des batteries, on a dit pour au moins 100 ou 250 km d'autonomie, dès que le véhicule quitte la partie ERS, que ce soit pour n'importe quelle raison, parce que la partie alimentation est interrompue, on entre sur une section non équipée, parce qu'il y a une défaillance, ou parce que le véhicule simplement change de voie pour effectuer un dépassement. Le principe, ce serait d'équiper les voies lentes, donc la batterie prend automatiquement le relais. C'est ça le principe qui est clair et net. Et quelle que soit la technologie d'alimentation, que ce soit caténaire, conduction au sol ou induction, dans tous les cas, la batterie prendrait le relais instantanément, quelle que soit la raison de la déconnexion. C'est ça le principe. Est-ce que quelqu'un va dire? Bon, écoutez, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va surtout remercier les intervenants pour leur présentation, les membres de la table ronde qui sont venus nous éclairer de leur lumière, et on voit qu'il y aura encore de nombreux débats avant que les choses soient terminées. On espère que l'appel d'offres du PIA 4 va susciter beaucoup de propositions intéressantes et qu'on pourra effectivement expérimenter en vraie grandeur en 2022 et 2023 des solutions et revenir d'ici fin 2024, comme ça a été proposé par Patrick Pellata, avec des réponses technologiques permettant ensuite aux politiques et aux grands économistes et grands opérateurs de prendre des décisions. Donc on vous donne rendez-vous sans doute à Solutrans 2023, puisque ce sera en novembre dans 2 ans, et on espère qu'à ce moment-là, on aura des résultats à vous proposer. En tout cas, merci pour votre participation active et bonne journée, bonne continuation sur le salon.